Les candidats vont répondre aux questions des électeurs. Les questions ont été choisies par l'organisation Gallup. Gallup est neutre. Nous avons vu ces questions pour la première fois ce matin. Anderson et moi et notre équipe d'ABC et CNN sont les seules personnes qui ont vu ces questions. Les deux candidats auront 2 minutes pour répondre aux questions du public et les questions en ligne. Nous allons essayer de poser autant de questions que possible. Nous allons demander au public de ne pas ralentir les débats avec des applaudissements. Excepté maintenant le nominé républicain Donald Trump et la nominée pour les démocrates Hillary Clinton. Nous allons commencer par une question qui provient d'un des membres présents ici. Vous aurez chacun 2 minutes pour répondre. Secrétaire Clinton, vous commencez en premier. Question de Patrice Brock. Patrice? Merci. Bonsoir. Le dernier débat présidentiel aurait pu être classé Vous pensez que vous êtes un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, alors je pense que c'est une excellente question. En effet, j'ai entendu beaucoup d'enseignants, de parents qui m'ont fait part de leurs préoccupations par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait également au cours de cette campagne. Et je pense que c'est très important pour nous. Nous devons envoyer un signal très clair à nos enfants. À savoir, notre pays est formidable parce que nous sommes des candidats de qualité. Nous allons nous respecter les uns les autres en tant qu'Américains, nous allons essayer de nous faire avancer, nous allons trouver des moyens de célébrer notre diversité et nous allons essayer également de tendre la main à chaque petit enfant, chaque garçon, chaque fille et chaque adulte afin de les faire participer, qu'ils travaillent au nom de notre pays. J'ai une vision très optimiste de ce que nous pouvons accomplir ensemble. C'est pourquoi mon slogan, c'est « Plus fort ensemble », car si nous travaillons ensemble, si nous surmontons les divisions qui parfois ont tendance à monter les Américains les uns contre les autres, et si au contraire nous nous fixons de grands objectifs, et moi j'en ai 4, que l'économie fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour ceux du haut, nous devons nous assurer que nous ayons le meilleur système éducatif de la maternelle jusqu'à l'université qui doit être abordable et tant d'autres objectifs. Si nous nous fixons ces objectifs et que nous travaillons ensemble pour les accomplir, rien, à mon sens, n'est impossible pour les États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle je formule le vœu que nous nous réunirons pour cette campagne. Bien entendu, j'espère gagner votre vote, j'espère être élu au mois de novembre. Et je puis vous dire que je travaillerai avec chaque Américain. Je vous le promets, je serai la présidente de tous les Américains, quel que soit votre bord politique, votre origine, votre apparence, votre religion. C'est un pays que je souhaite réunir, car je pense que c'est la meilleure manière pour nous de façonner l'avenir que nos enfants et nos petits-enfants méritent. Monsieur Trump, vous avez 2 minutes. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec Mme Clinton, avec tout ce qu'elle vient de dire. Je me suis lancé dans cette campagne parce que j'étais épuisé de voir les hommes et les femmes politiques diriger ce pays. C'est un grand pays qui mérite mieux. J'ai rencontré énormément d'Américains au cours de ces dernières années en tant qu'homme politique. C'est assez incroyable pour moi de me considérer comme un homme politique, mais c'est ce que je fais depuis quelques années. Et mon idée, c'était de redorer le blason des États-Unis. Quand je vois les accords qui sont signés, quand je vois des choses terribles comme le Obamacare, par exemple, les soins de santé qui coûtent de plus en plus cher, qui augmentent de 68%, 71%,
50%. Lorsque je vois le traité que nous avons négocié avec l'Iran, qui est une catastrophe, quand je vois que l'on est en train de renvoyer 150 milliards de dollars à un État terroriste, on est en train de renforcer cet État. Quand je vois tout ce qui s'est produit depuis les dernières années, je suis très déçu puisque nous regorgeons de potentiel, que ce soit pour les affaires ou dans d'autres domaines. L'an dernier, nous avions un déficit commercial de 800 milliards de dollars. C'est presque difficile à croire pour un pays comme les États-Unis, mais nous allons maintenant rétablir la loi, l'ordre. Hier, un policier a été tué. C'est quelque chose qui se passe toutes les semaines. Nous allons aussi rétablir le respect vis-à-vis des forces de l'ordre. Nous allons aussi nous occuper de tous les Américains et rétablir la justice. Moi, je veux aussi que les communautés afro-américaines se sentent en sécurité, ainsi que la communauté hispanique. Et je suis impatient de redorer le blason de notre pays. Question de Patrice. Est-ce que vous êtes un modèle de comportement pour la jeunesse d'aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de questions en ligne sur la vidéo qui a été diffusée vendredi. Vous avez parlé de procéder à des attouchements. Vous vous vantez de procéder à des attouchements sur des femmes. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Je pense que vous n'avez pas compris ce qui a été dit. J'ai dit que c'était le genre de choses dont on peut parler dans les vestiaires entre hommes. Je n'en suis pas fier. Je me suis excusé auprès de ma famille, auprès du peuple américain. Je n'en suis pas fier, mais ce sont des choses qui se disent. J'ai travaillé dans le monde des affaires où les gens n'ont aucune pitié les uns pour les autres. Vous savez, il y a aussi des guerres qui déchirent des pays. On est, j'ai l'impression, retourné au Moyen-Âge. Il y a des carnages absolument partout. Et puis, il y a plein de pays qui voient les États-Unis et qui font le constat que c'est le chaos. Et ça, c'est plus grave. Alors oui, j'ai prononcé ces paroles malheureuses, mais moi, ce qui m'importe avant tout, c'est de mettre à genoux l'État islamique. Et cette vidéo, c'est une vidéo qui date maintenant de 11 ans. J'ai manqué de discernement. Maintenant, la question est d'éliminer l'État islamique. Alors, juste une précision. Est-ce que vous dites ce que vous avez dit dans ce bus il y a 11 ans? Vous n'avez pas procédé à des attouchements sans le consentement de femmes, les embrasser sans leur consentement? Personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Donc, vous dites que vous n'avez jamais fait cela? Très honnêtement, c'est le genre de propos que l'on entend régulièrement. Alors c'est gênant, mais j'ai beaucoup de respect. Est-ce que vous avez fait ces choses-là? Et elles en ont pour moi. Moi, ce que je veux, c'est rétablir la sécurité dans notre pays, renforcer nos frontières. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. N'importe qui peut rentrer dans notre pays, du Moyen-Orient ou d'autres pays. Je vais rétablir la sécurité aux États-Unis. Et je vais aussi renouer avec la croissance économique parce qu'il nous faut maintenant s'attaquer à la question de la prospérité, à la création de l'emploi ici aux États-Unis. Secrétaire Clinton, vous voulez répondre? Eh bien, comme tout le monde, j'ai beaucoup réfléchi au cours des dernières 48 heures. J'ai beaucoup réfléchi suite à ce que nous avons vu et entendu. Vous savez, avec les candidats républicains précédents, eh bien, je n'étais pas d'accord avec eux en matière de politique, d'idées, de principes. Néanmoins, jamais je n'ai remis en question leur capacité à servir. Donald Trump, c'est différent. Je l'ai dit et j'ai commencé à le dire au mois de juin. J'ai dit qu'il n'avait pas la capacité d'être président et commandant en chef des États-Unis. Et nombre de républicains et d'indépendants ont dit exactement la même chose que moi. Ce que nous avons tous vu et entendu vendredi, eh bien, c'était Donald qui évoquait les femmes
ce qu'il pense des femmes, ce qu'il fait aux femmes, et il a affirmé que cette vidéo n'est pas représentative de sa personne. Mais je pense qu'il va sans dire que pour quiconque a entendu ces propos, eh bien, nous savons que cela représente exactement celui qu'il est. Nous l'avons vu au cours de la campagne, nous l'avons vu insulter des femmes, nous l'avons vu violer des femmes. Nous l'avons vu également qu'il leur donnait des notes allant de 1 à 10. Nous avons vu qu'il a mis mal à l'aise des femmes à la télévision ou sur Twitter. Nous l'avons vu après le premier débat. Il a passé presque une semaine à dénigrer une ancienne Miss Univers en l'attaquant de manière personnelle, de manière extrêmement blessante. Voilà donc qui est Donald Trump. Mais vous savez, il ne s'agit pas uniquement des femmes et de cette vidéo. Ce n'est pas que ça qui soulève des questions quant à sa capacité de devenir notre président. En effet, M. Trump a également ciblé les migrants, les Afro-Américains, les Hispaniques, les personnes atteintes de handicap, les musulmans, entre autres. Voilà donc qui est Donald Trump. Et la question qui se pose pour nous, la question à laquelle notre pays doit répondre est la suivante. Ce n'est pas ce que nous sommes. Donc, pour en revenir à votre question, eh bien, je souhaite aujourd'hui envoyer un message clair. C'est un message que nous devons envoyer à chaque garçon, chaque fille et au monde entier. Nous devons souligner que les États-Unis, c'est un grand pays, qui est déjà un grand pays, mais qui continuera à l'être parce que nous sommes bons dans notre cœur, parce que nous allons travailler ensemble, main dans la main, et célébrer notre diversité. Ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur, car c'est l'Amérique que j'aime et que je connais. Et je puis vous promettre aujourd'hui que c'est également l'Amérique que je servirai si j'ai la chance de devenir votre présidente. Est-ce que je peux répondre? On va passer à des questions. J'imagine que j'ai le droit de répondre. Ce ne sont que des mots, que des paroles en l'air. Ce sont des paroles que j'entends maintenant depuis des années. C'est le type de discours lorsque Hillary était au Sénat à New York et elle souhaitait créer de nouveaux emplois dans cet État. Elle n'a pas réussi. Hillary a parlé à de très nombreuses reprises ces dernières années des villes, des quartiers sensibles. Et à chaque fois, ces mesures politiques n'ont pas porté leurs fruits. Moi, je vais aider les Afro-Américains, les communautés hispaniques. Je vais aider toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont été abandonnées par Hillary Clinton. Elle veut leur voix, leur fait des promesses, mais ne les tient jamais. Lorsqu'elle était au Sénat... Monsieur Trump, je veux passer aux questions des internautes. Donc, elle peut répondre et moi pas. Vous pouvez répondre maintenant. Très bien, ça m'a l'air équitable. Cette vidéo suscite un intérêt très fort. C'est le thème qui est le plus débattu, avec des millions de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux. Comme nous l'avons dit, nous voulons adresser les questions des internautes à travers les médias sociaux. Jeffrey a demandé de l'Ohio. Trump dit que la campagne l'a changé. Quand est-ce que cela s'est produit? Monsieur Trump, quand à 59 ans vous avez quitté ce bus, est-ce que vous étiez un homme différent ou est-ce que ce comportement vous suit toujours aujourd'hui? Comme je vous le dis, c'est le genre de propos qu'on peut tenir dans un vestiaire. Je ne suis pas fier de ce que j'ai pu dire. J'ai beaucoup de respect pour les gens d'une manière en général, les Américains, ma famille, donc je ne suis vraiment pas fier de ce que j'ai dit, mais ce sont des mots qui m'ont échappé. Et puis regardez Bill Clinton, ses mots et ses actions sont bien pires que les miennes. Ce que lui a fait aux femmes, eh bien, c'est sans précédent dans l'histoire de la politique. Il n'y a personne qui a agressé autant de femmes. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Bill Clinton a agressé sexuellement des femmes et Hillary Clinton a attaqué ces femmes. Et d'ailleurs, il y en a qui sont présentes ici ce soir. Et une de ces femmes, à 12 ans, a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans. On voit d'ailleurs dans 2 vidéos Hillary qui rigole au nez de Patty Shelton, cette jeune femme. Elle est ici dans le public ce soir. Donc ne parlez pas de paroles et de
de discours et de rhétorique. Je me suis excusé pour ces mots malheureux, mais ce que Clinton a fait, le président Clinton, il a été inculpé, on lui a retiré sa licence d'avocat, il a dû payer une amende de $850 000, il a dû formuler des excuses publiques, et lorsque Hillary soulève ce type de problème et qu'elle parle de paroles qui m'ont échappé il y a 11 ans, eh bien je pense que c'est honteux et qu'elle devrait avoir honte d'elle. Est-ce qu'on peut s'abstenir d'applaudir? Secrétaire Clinton, vous avez 2 minutes pour répondre. Tout d'abord, je vais commencer en disant qu'une grande partie de ce qu'il vient de dire est faux. Mais bon, il a le droit de faire fonctionner sa campagne comme il le souhaite. C'est lui qui décide ce dont il a envie de parler, plutôt que de répondre aux questions, plutôt que de parler de son programme, de présenter les plans qui, à notre sens, permettront d'améliorer notre vie et notre pays. Bon, c'est le choix de Donald Trump. Quand j'entends de tels propos, eh bien, je me rappellerai toujours de ce que me dit mon amie Michelle Obama. C'est un conseil qu'elle envoie à tout le monde. Elle dit, quand il frappe en dessous de la ceinture, vous frappez au-dessus. Et si on parlait ici que d'une seule vidéo, eh bien peut-être que ce qu'il vient d'évoquer serait compréhensible. Mais je pense que vous pouvez tous tirer vos propres conclusions aujourd'hui, à savoir si l'homme sur cette vidéo ou l'homme qui est présent devant vous aujourd'hui respecte les femmes ou pas, mais il ne s'est jamais excusé pour quoi que ce soit auprès de quiconque. Il ne s'est jamais excusé auprès de Monsieur et Madame Khan, la Gold Star Family, dont le fils, le capitaine Khan, est mort au devoir, au combat. Et M. Trump les a attaqués et insultés pendant des semaines par rapport à sa religion. Il n'a jamais présenté ses excuses au juge fédéral qui était né dans l'Indiana. Mais Donald disait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance en tant que juge parce que ses parents étaient, entre guillemets, mexicains. Il ne s'est jamais excusé auprès du journaliste qui l'a moqué sur la télévision nationale devant nos enfants. Et il ne s'est jamais excusé pour les mensonges racistes. Le mensonge raciste, à savoir que le président Barack Obama n'était pas né aux États-Unis d'Amérique. Il doit une excuse à notre président, il doit une excuse à notre pays et il doit faire face à ses responsabilités quant à ses actions et ses propos. Eh bien, je crois que c'est à vous c'est vous qui devez vous excuser au président, puisque Sidney Blumenthal, dans votre campagne, eh bien, c'est lui qui a lancé cette histoire du certificat de naissance de Barack Obama. Donc c'est à vous de demander pardon au président. C'est vous qui avez fait circuler les photos de Barack Obama avec ce vêtement que l'on connaît tous. Donc c'est vous qui avez commencé. Deuxième point sur Michelle Obama. Moi, j'ai vu les clips qui ont été faits sur vous. J'ai vu les vidéos les plus atroces qui ont été réalisées à votre encontre par Michelle Obama. Alors, vous parlez d'une amie. Je vous conseille de visionner à nouveau ces vidéos lorsque vous avez perdu cette campagne et de loin, même si vous avez gagné contre Bernie Sanders, je crois que ce n'est pas une victoire dont vous pouvez être fier. Et puis, regardez ce que Bernie et sa directrice de campagne a à dire sur votre compte. J'étais très surpris d'ailleurs de le voir signer un accord avec vous, avec le diable. Donc je pense que c'est plutôt à vous de présenter des excuses, notamment pour ces 33 emails que vous avez supprimés. Et puis, les 2 comptes e-mail qui ont été retirés d'un bureau et que personne ne peut retrouver. Alors, je ne pensais pas le dire, mais je vais le dire quand même, et ça me fait mal au cœur. Mais si je gagne, je vais demander à mon avocat
de contacter un procureur afin de faire toute la lumière sur votre cas. Je n'ai jamais entendu autant de mensonges, autant de promesses non tenues. Il y aura un procureur qui sera dédié à votre cas. Et vous savez, les Américains sont furieux. Les gens qui travaillent au FBI depuis des années sont furieux. Ils n'ont jamais connu un cas tel que le vôtre. Lorsque vous avez été inculpé, vous avez éliminé tous ces emails, toutes les preuves. Donc, moi, je vais nommer un procureur pour qu'il puisse se pencher sur votre cas. Parce qu'il y a des gens dont la vie a été détruite et ils en ont fait beaucoup moins bien beaucoup moins que vous. Je vais vous laisser parler tout à l'heure. Veuillez m'excuser, mais tout ce qu'il vient de dire est faux. Bon, ça ne me surprend pas, bien sûr. Lors du premier débat, eh bien, nous avons dit que ce serait impossible de fact-checker Donald tout le temps. Moi, je n'ai pas pu parler de tout ce que je souhaite faire et comment améliorer la vie des Américains. Donc, une fois de plus, rendez-vous sur mon site hillaryclinton.com. Nous avons la possibilité de fact-checker en direct Donald Trump. Et lors du dernier débat, des millions de personnes l'ont fait. J'espère que des millions de personnes continueront de le faire lors de ce débat. Parce que, vous savez, c'est assez formidable de voir que quelqu'un comme Donald Trump pourrait devenir responsable. Il pourrait devenir responsable de la justice dans notre pays. Nous voulons rappeler au public qu'il ne faut pas parler à haute voix, il ne faut pas applaudir. Ça nous fait perdre du temps. Secrétaire Clinton, j'ai une question sur les emails. Vous aviez dit que c'était une erreur, la manière dont vous avez géré vos emails. La manière dont vous avez géré les informations classifiées faisait preuve de négligence. Il est possible que des agents hostiles aient pu avoir accès à ces emails. Pour vous, ce n'est pas une négligence absolue? Martha, je l'ai dit auparavant, mais je vais le réitérer car je souhaite que tout le monde l'entende. J'ai commis une erreur et je fais face à cette responsabilité, à savoir j'ai utilisé un compte de courriel personnel. Bien entendu, si je devais refaire les choses, je les ferais différemment. Je ne me cherche pas des excuses. J'ai commis une erreur et j'en suis profondément désolée. Néanmoins, je pense qu'il est aussi très important de souligner là où il y a des accusations fausses, erronées de la part de certaines critiques. L'enquête a duré 1 an et après 1 an d'enquête, il n'y a aucune preuve montrant qu'il y a eu un piratage du serveur que j'utilisais et il n'y a aucune preuve non plus sur laquelle nous puissions mettre le doigt. Alors, ceux qui déclarent autrement, c'est infondé. Personne ne peut prouver que des documents classifiés ont atterri dans les mauvaises mains. J'ai toujours pris les documents classifiés très au sérieux. J'ai toujours été très prudente dans ma manière de les manipuler, encore plus en secrétaire d'État. Alors, en tant que secrétaire d'État, j'avais entre les mains certains des secrets les plus importants que nous possédions, comme par exemple notre traque contre Ben Laden. Donc moi, je m'engage à prendre très au sérieux les informations classifiées. Et une fois de plus, il n'y a aucune preuve que des informations classifiées sont tombées dans les mauvaises mains. Et pourtant, elle ne connaissait pas ce que signifiait la lettre C sur un document, qui signifie classifié. Vous savez, c'est assez incroyable. Moi, je vois Hillary qui parle de faits, de données probantes, de preuves, et en fait, je fais le constat qu'elle est encore en train de mentir. Elle dit que ce qu'elle a fait avec les emails, finalement, c'était justifié, de les supprimer. Elle dit que ces 33 emails portaient sur le mariage de sa fille et ses cours de yoga. Alors peut-être que oui, il y en avait 3 ou 4, mais 33 000, ce n'est pas possible. Ces emails ont été supprimés. Et puis ça, c'était après avoir été inculpé par le Congrès des États-Unis. Moi, vous savez, je suis extrêmement déçu par les membres du Congrès, même les républicains, puisqu'ils ont mis en place les conditions nécessaires pour que ce type d'action soit possible. Mais de vous entendre dire
que vous n'avez pas commis d'erreur et que ce n'est pas grave finalement de supprimer 33 000 emails. Une fois de plus, je le répète, vous devriez avoir honte après avoir été inculpé par le gouvernement. Vous pouvez répondre, ensuite on va passer à la question suivante. Vous devriez être en prison. Secrétaire Clinton, vous pouvez répondre. Ensuite, on doit passer à une question du public. C'est tout simplement faux. Donc, c'était des courriels personnels. Alors oui, nous avons rendu 33 000 courriels. Laissez-la répondre. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Trump, et je ne l'ai pas fait non plus lors du premier débat, et j'essaierai de ne pas le faire lors de celui-ci, car j'aimerais pouvoir répondre aux questions que les gens nous ont posées. Et passer à une autre question moins sensible, j'imagine. Bien, Donald. Alors, je sais que vous essayez de faire diversion ce soir, que vous essayez d'éviter de parler de votre campagne, la manière dont elle implose, la manière dont les républicains vous lâchent les uns après les autres. Mais je vous propose de parler des questions qui sont importantes aux yeux des gens, aux yeux des Américains. Une question de Kim Karpovitz, une question sur l'assurance maladie. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des emails? C'est une question qui n'a pas encore été soulevée. Kim Corpo a une question. 1 sur 3, c'est déjà pas mal. L'Affordable Obamacare, ce n'est pas accessible. Les primes d'assurance ont augmenté, les contributions ont augmenté et la couverture a baissé. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire le coût de l'assurance maladie et pour améliorer la couverture de l'assurance maladie? S'il souhaite commencer, il peut commencer. Hein. Non, je vous en prie, Donald. Secrétaire Clinton. Je suis un gentleman, allez-y. Bon, je pense que Donald était sur le point de dire qu'il va résoudre tout cela en réfutant Obamacare, en réfutant les soins de santé abordables. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Les primes, les ordonnances, tout cela, ça coûte bien trop cher. Et moi, j'ai présenté toute une série d'actions que nous pouvons engager pour réduire ces coûts. Mais rappelez-vous bien d'une chose. Lorsque nous parlons de réduire les coûts, et bien entendu, cela doit être la grande priorité du prochain président. Lorsque les soins de santé abordables ont été adoptés, ça ne signifie pas uniquement que 29 millions de personnes tout d'un coup ont pu avoir accès à des soins de santé. Moi, je rencontre les gens et ils me disent que cette assurance fait une grande différence pour eux et pour leur famille. Mais tous les autres, les 170 millions restants qui ont leur assurance de santé à travers leur employeur, ces personnes avaient de grands bienfaits, à savoir les compagnies d'assurance ne peuvent pas vous nier une couverture de santé en raison d'une maladie préexistante. Il n'y a pas non plus de limite dans le temps, ce qui est quelque chose de très important si vous avez de graves problèmes de santé. Troisièmement, les femmes ne peuvent pas être facturées plus que les hommes pour leurs services de santé. C'était le cas avant cette loi. Quatrièmement, si vous avez moins de 26 ans et que vos parents ont une police, eh bien vous pouvez être couvert par cette même police d'assurance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc moi, tout simplement, je souhaite conserver ce qui est bon et ce qui fonctionne. Néanmoins, nous devons réduire les coûts, nous devons apporter davantage de soutien aux petites entreprises afin qu'ils aient la possibilité d'offrir une assurance santé à leurs employés. Mais si nous réfutons tout cela et que nous recommençons depuis le début, eh bien tous ces bienfaits que je viens de mentionner, nous les perdrons tous, pas uniquement pour les personnes qui auront en échange une politique d'assurance. Et nous devrons recommencer depuis le début. À l'heure actuelle, nous avons une couverture en service de santé de 90%. C'est le taux le plus important jamais accompli. Je souhaite que nous parvenions à 100% et que nous contenions les coûts. C'est vraiment une question extraordinaire. C'est une question que j'entends très souvent, peut-être même le plus souvent. L'Obamacare, c'est un désastre. Je le sais, vous le savez, on le sait tous. Les coûts sont en train d'augmenter de manière exponentielle. Il n'y a aucun programme d'assurance santé publique qui coûte aussi cher dans le monde. Et la seule solution, c'est de se tourner vers le Congrès et de demander encore plus de financement. À l'heure actuelle, nous avons 3 000 milliards de dollars de dettes. Obamacare ne fonctionnera pas. C'est une assurance santé qui est beaucoup trop chère, qui est chère non seulement pour les gens qui veulent s'assurer, mais aussi pour la communauté, pour le pays.
Il faut donc l'abroger et la remplacer avec une assurance santé bien moins chère et qui fonctionne, où votre police d'assurance peut être faite sur mesure. Il faut que nous arrêtions la concurrence entre les sociétés d'assurance, puisque ces sociétés cherchent à avoir des monopoles. Et ce qu'il faut, c'est de la concurrence. Nous allons mettre en place la meilleure assurance santé, contrairement à ce qui a été fait au Canada. Vous savez, les Canadiens viennent souvent aux États-Unis pour les soins de santé parce que leur système est extrêmement lent et extrêmement coûteux. Et pourtant, on s'inspire de ça aux États-Unis sous la présidence Obama. Obamacare, c'est la première étape. C'est une catastrophe. C'est un désastre. Non seulement ça coûte énormément d'argent, mais en plus, les déductibles aussi augmentent. Donc, à moins d'être renversé, tué par un camion, vous ne recevrez jamais d'argent. Donc il faut l'abroger. Votre mari a qualifié Obamacare de la chose la plus folle dans le monde en disant que les petits entrepreneurs croulent sous les charges. Est-ce que c'était une erreur? Non. Oui. Il a clarifié son propos et les choses sont assez cristallines. Nous sommes dans une situation dans notre pays où, si nous devions recommencer à zéro, peut-être que nous mettrions en place un autre système. Mais notre système, il est fondé sur l'employeur. C'est là que vous recevez votre couverture santé. Et l'Obamacare visait à combler les lacunes entre les personnes qui étaient trop pauvres et qui n'avaient pas la possibilité de réunir des ressources pour se permettre des services de santé, notamment les personnes sur Medicare, et Medicare qui prend soin des personnes les plus âgées, et d'ailleurs qui le fait très bien. Bon, c'est là. Et puis ensuite, nous avions toutes les personnes qui étaient employées. Et nous avons également les personnes qui travaillaient mais qui n'avaient pas suffisamment de ressources pour se permettre une assurance. Voilà, c'est ce groupe-là que nous souhaitions couvrir grâce à Obamacare. Et maintenant, nous avons 20 millions de personnes qui disposent d'une couverture de santé. Donc si on chiffonne tout cela et qu'on le jette par la poubelle comme Donald souhaite le faire, eh bien nous en reviendrons à la situation des compagnies d'assurance auparavant, à savoir les compagnies d'assurance peuvent faire ce que bon leur semble. Elles peuvent vous dire, vous êtes diabétique, vous avez du cancer, votre enfant a de l'asthme. Eh bien peut-être que vous n'aurez tout simplement pas la possibilité d'être couvert par une assurance parce que vous ne pouvez pas vous permettre une assurance. Donc réparons ce qui ne marche pas, mais ne jetons pas tout par la fenêtre pour rendre le pouvoir aux compagnies d'assurance, ça ne va pas fonctionner. Une question. Alors je veux juste revenir très rapidement. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce système. Bernie Sanders d'ailleurs l'a dit, le discernement de Hillary Clinton est très mauvais. Et là on en a un exemple. Vous mettez fin à Obamacare, vous avez dit, vous voulez que la couverture santé soit ouverte à ceux qui ont une maladie auparavant. Comment vous voulez faire sans qu'il y ait un système obligatoire d'assurance maladie? Je vais vous expliquer. Nos programmes vont être excellents parce qu'il y aura de la concurrence entre les compagnies d'assurance une fois que l'on aura éliminé quelques réglementations. Le président Obama, qui a gardé ces réglementations, est en train de paralyser la concurrence entre les compagnies d'assurance. Jonathan Gruber, l'architecte de l'Obamacare, a dit que c'était un grand mensonge. Le président Obama a dit qu'on allait garder son médecin traitant et en fait ce n'est pas du tout le cas. Mais quand on enlèvera ces réglementations superflues, il y aura de la concurrence. Et vous pourrez garder votre médecin traitant et peu importe vos revenus, vous serez protégés. Et c'est ça le sentiment dans notre parti, le Parti républicain. Nous allons avoir Medicaid dans tous les États afin de pouvoir les couvrir sans que cela coûte énormément à la collectivité. Avait une question pour les deux candidats.
Bonjour. Il y a 3,3 millions de musulmans aux États-Unis et je suis l'une d'entre eux. Vous avez parlé de votre travail avec les nations musulmanes, mais avec cette montée de l'islamophobie, comment vous allez aider les gens comme moi, comment vous allez aider les gens comme moi qui sont étiquetés? Eh bien, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison sur l'islamophobie et c'est très triste. Ce qu'il nous faut faire, c'est nous emparer de ce problème qui existe, que ça nous plaise ou non, il y a un problème et il faut s'en emparer. Il faut s'assurer que les musulmans soient en mesure de signaler les événements qui leur semblent louches, comme à San Bernardino par exemple. Il y a plein de gens qui ont vu les coupables qui ont détruit les vies de centaines de personnes. Les musulmans doivent signaler ces problèmes lorsqu'ils surviennent et lorsqu'ils les constatent. Vous savez, tout s'explique, tout est rationnel. Et si les musulmans ne signalent pas ce type de comportement, eh bien, c'est grave. Regardez ce qui s'est passé à New York, à Paris, à San Bernardino. Regardez tous ces actes terroristes. Hillary Clinton n'en parle même pas. Ils ne veulent même pas parler de terrorisme islamique radical. Pour résoudre le problème, il faut d'abord lui coller une étiquette et pouvoir prononcer son nom. Hillary Clinton et Barack Obama refusent de le faire. Et pourtant, ce problème a un nom, c'est le terrorisme islamique radical. Et avant de le résoudre, il faut le nommer. Secrétaire Clinton. Je vous remercie. Merci de cette question et c'est une question qui nous a été adressée par nombre de musulmans américains partout dans le pays. En effet, malheureusement, nous avons eu des événements et des choses qui ont été dites qui nous ont divisés, qui ont été des choses très sombres. Même le capitaine Khan, qui s'est sacrifié en défendant notre pays au sein de l'armée américaine, eh bien, il a été sujet à des propos odieux de la part de Donald. Vous savez, nous avons des musulmans aux États-Unis depuis que George Washington est présent, et nous avons eu des musulmans qui ont été couronnés de succès. L'un d'entre eux, Mohamed Ali, nous a quittés il y a peu de temps. Ma vision des États-Unis, quelle est-elle? Eh bien, c'est une Amérique où tout un chacun peut trouver sa place si vous êtes prêt à travailler dur, à jouer votre rôle, à contribuer à la communauté. C'est ça, l'Amérique, et c'est l'Amérique que nous souhaitons pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut également savoir que c'est vraiment une vision à court terme, une vision dangereuse de s'engager dans la rhétorique démagogue qu'a Donald sur les musulmans. Les musulmans américains doivent être nos yeux, nos oreilles sur le front également. Vous savez, moi j'ai travaillé avec nombre de groupes musulmans aux États-Unis, j'ai travaillé main dans la main avec eux et j'ai entendu combien il est important pour eux de savoir qu'ils sont souhaités, que l'on souhaite qu'ils soient inclus dans notre pays, qu'ils doivent faire partie des efforts en matière de sécurité intérieure. C'est ça ce que je souhaite. Vous savez, nous souhaitons mettre à genoux l'État islamique et nous devons le faire avec une coalition et nombre des nations qui souhaitent travailler avec nous entendent ce que dit Donald et se disent mais pourquoi contribuer avec les États-Unis? C'est un cadeau que nous sommes en train de faire à l'État islamique et au terrorisme islamique violent. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam, pas du tout. Et c'est vraiment faire un cadeau aux terroristes de faire comme si c'était le cas. Moi, je souhaite un pays où des citoyens comme vous Secrétaire Clinton, Monsieur Trump, en décembre, vous avez dit Donald Trump veut empêcher tous les musulmans d'entrer dans le territoire américain jusqu'à ce qu'on ait trouvé ce qui se passe. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous avez dit que l'interdiction d'entrer sur le territoire des musulmans n'est plus votre position. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, est-ce que c'était correct d'avoir cette position? Khan est un héros américain. Et si j'avais été président à l'époque, il ne serait pas mort au front. Parce que contrairement à Hillary Clinton, qui a voté pour la guerre alors qu'elle ne savait pas du tout ce qui se passait, moi, je n'aurais pas envoyé des soldats en Irak. La guerre en Irak, c'est un désastre. Donc avec moi aux commandes, il serait vivant.
Vous savez, tout ça, maintenant, c'est en train de créer le chaos dans certaines régions du monde. Pourquoi? Répondez à la question. Est-ce que vous pensez toujours? Pourquoi est-ce que vous m'interrompez tout le temps et pas elle? Est-ce que vous pouvez expliquer si, oui ou non, l'interdiction pour les musulmans s'applique toujours? Nous allons dans des pays tels que la Syrie, où il y a des dizaines de milliers de terroristes à cause de Barack Obama et à cause de Hillary Clinton. Il y a des gens qui arrivent dans notre pays, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, quel est leur passé, quels sentiments ils ont vis-à-vis des États-Unis, et pourtant ils veulent une augmentation de l'immigration de 550 personnes. Donc moi je pense qu'il faut rétablir la sécurité, il faut qu'il y ait des centres de réfugiés qui soient payés pour qu'on puisse s'occuper de ces gens-là. Mais je ne veux pas qu'avec tous les problèmes qu'on a déjà, voir des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent de Syrie alors qu'on ne sait pas qui sont, on ne connaît pas leurs valeurs, on ne connaît pas du tout leurs sentiments vis-à-vis des États-Unis. Alors, est-ce que je peux vous poser cette question? Vous avez demandé une augmentation de 10 à 65 000 réfugiés syriens. Nous savons que vous voulez un examen plus approfondi des réfugiés. Pourquoi prendre le risque d'accueillir ces réfugiés? Tout d'abord, je ne permettrai à personne d'entrer dans notre pays s'il représente un danger pour nous. Néanmoins, il y a beaucoup de réfugiés, des femmes, des enfants. Rappelez-vous de cette photo que nous avons vue. Ce garçon de 4 ans avec du sang sur son front parce qu'il avait été bombardé par les Russes et par les forces syriennes. Il y a des enfants qui souffrent dans cette guerre absolument catastrophique et je pense que ces enfants et ces femmes souffrent car ce sont des agressions russes. Et donc nous devons jouer notre rôle. Nous devons également, nous ne pouvons pas soutenir un fardeau aussi important que celui auquel fait face l'Europe. Mais ce que nous devons faire, c'est accepter des réfugiés, bien entendu, en les ayant vérifiés auparavant, en ayant procédé à un criblage. Mais nous ne pouvons pas juste affirmer, comme Donald l'a fait, que nous allons interdire l'entrée aux États-Unis des personnes en se fondant sur leur religion. Nous sommes un pays qui s'est fondé grâce à la liberté de religion, grâce à la liberté tout court. Comment faire ce qu'il défend sans générer des troubles importants au sein de notre pays? Est-ce que nous allons mettre en place des tests de religion lorsque les personnes arrivent sur le territoire américain? Comment pourrions-nous mettre en œuvre de tels tests? Donc, ce que Donald Trump vient de dire, à mon avis, était très peu raisonnable, c'était même dangereux. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait observer la propagande de la part des terroristes et ce que Donald Trump affirme sur les musulmans, eh bien, ce sont des propos qui sont utilisés pour recruter des combattants étrangers. Car les terroristes, ils souhaitent déclencher une guerre entre nous. Alors lui, il nie être en faveur de la guerre en Irak, mais nous avons des enregistrements, toute la presse l'a vu, c'est quelque chose qui a été diffusé. Bon, Donald Trump, bien entendu, dit ce qu'il veut, ça ne l'empêche pas, même si nous avons des preuves. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'étais contre la guerre en Irak et personne n'a réussi à me contredire et vous avez voté pour et vous n'auriez pas dû. Je veux passer à une question des internautes. Elle a dépassé son temps de parole de 25 secondes. Moi, je ne peux pas répondre. Très rapidement, s'il vous plaît. Hillary Clinton est prête à ouvrir nos frontières. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de criminels qui arrivent aux États-Unis. Et lorsqu'on veut les renvoyer dans leur pays, lorsque ce sont des criminels, des trafiquants de drogue, Hillary Clinton nous dit que c'est impossible de les renvoyer. On ne peut pas les forcer. Croyez-moi, moi, je les forcerai à rentrer. Ce sont des criminels, des meurtriers. Et je peux vous dire, lorsque Bernie Sanders a dit qu'elle n'a pas de discernement, il a raison. Parce qu'on est en train de laisser entrer n'importe qui dans notre pays. Des gens qui sont des criminels, des gens qui vendent de la drogue. Et cela ne devrait pas être autorisé aux États-Unis.
J'ai été soutenu par les agents de la police frontalière. 65 000 d'entre eux m'ont apporté leur soutien. Pourquoi? Parce que moi, je comprends ce que c'est qu'une frontière. Pas Hillary Clinton. Elle veut ouvrir les vannes et en plus, c'est une personne qui manque complètement de discernement, tant et si bien qu'elle ne devrait jamais être présidente. Merci, M. Trump. Je veux passer à cette question qui vient du public sur le forum en ligne où les Américains peuvent soumettre leurs questions ou il y a un vote. C'est une question sur les fuites de Wikileaks, sur les discours payés de la secrétaire Clinton. Vous avez dit, Madame Clinton, vous aviez des positions publiques et privées sur certaines questions. Virginia a demandé, est-ce que c'est acceptable pour les politiciens d'avoir deux visages? Est-ce que les politiques peuvent avoir une position privée et publique sur une question donnée? Bien. Si je ne m'abuse, c'est quelque chose que j'ai déclaré à propos de Abraham Lincoln. Après avoir vu ce film formidable de Steven Spielberg qui s'intitulait Lincoln. C'était vraiment un chef-d'œuvre de voir le président Lincoln qui a fait en sorte que le Congrès approuve le 13e amendement. C'était très stratégique, c'était très bien fait. Et moi, ce que je soulignais, c'est qu'il est parfois difficile de faire en sorte que le Congrès aille dans votre sens. Il faut travailler dur pour l'obtenir. Et c'est vrai, le président Lincoln a essayé d'utiliser certaines personnes en utilisant certains arguments et pour en convaincre d'autres, il a utilisé d'autres arguments. Et à mes yeux, c'était vraiment... il a fait montre d'un leadership présidentiel excellent. Mais essayons de parler de ce dont vous parlez ici, Martha. Vous savez, notre communauté du renseignement, au cours des derniers jours, a affirmé que le Kremlin, c'est-à-dire Vladimir Poutine et le gouvernement russe, dirigent les attaques, les piratages sur les comptes américains afin d'influencer notre élection présidentielle. Et Wikileaks en fait partie, tout comme d'autres sites d'ailleurs. Et donc nous avons les Russes qui piratent des informations. Nous ne savons même pas si l'information est juste ou pas, et ils la publient. Dans l'histoire de notre pays, jamais auparavant nous sommes-nous trouvés dans une situation où un adversaire, c'est-à-dire une puissance étrangère, travaille aussi dur pour influencer le résultat de l'élection présidentielle. Et vous savez, les Russes ne le font pas pour que moi je devienne présidente. Ils agissent afin d'influencer l'élection en faveur de Donald Trump. Alors peut-être parce qu'il a affirmé qu'il est d'accord avec nombre des activités, des initiatives que Poutine souhaite engager. Peut-être qu'il souhaite se faire des amis à Moscou. Mais nous méritons des réponses et nous devons revendiquer les avis d'imposition de Donald Trump qui doivent être publiés dans leur intégralité afin que tout un chacun sache quelles sont les relations financières de Donald Trump et ses exagérations. Bon, je pense que je dois répondre parce que là, vraiment, tout est vraiment ridicule. Elle est rattrapée par ses mensonges. Tous ses papiers ont été envoyés à la banque, à Goldman Sachs, et puis elle dit que c'est Wikileaks qui est responsable. Et elle est en train de mentir. Et maintenant, elle est en train de dire que c'est la faute de Abraham Lincoln. Ça, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Abraham, lui, ne mentait pas. C'est la grande différence entre vous deux. Une très grande différence, un fossé abyssal qui vous sépare. En ce qui concerne les autres éléments que vous soulevez sur Vladimir Poutine, moi, je pense que ça serait très bien d'entretenir de bonnes relations avec eux. Comme ça, on pourrait mettre à genoux ensemble l'État islamique. Mais dès qu'il y a un problème, on montre toujours du doigt les Russes. Hillary ne sait même pas si c'est la faute des Russes et pourtant, elle est la première à dire que c'est de leur faute. Simplement pour ternir ma réputation et mon discours. Moi, je n'y connais rien à la Russie. Enfin, je sais que la Russie existe, mais je n'ai aucune relation commerciale avec la Russie. Je n'ai aucun prêt bancaire en Russie. D'ailleurs, quand j'ai rénové le bureau de poste sur l'avenue de Pennsylvanie, les États-Unis m'ont choisi pour ce chantier qui est pile entre la Maison Blanche et le Congrès. Moi, j'ai été choisi parce que mon entreprise est en pleine santé.
Et c'est quelque chose qui est vraiment de notoriété publique. Je n'aurais jamais remporté ce marché public sans une entreprise en bonne santé économique. Nombre de nos amis, Warren Buffett a profité des baisses d'impôts. Beaucoup d'amis d'Hillary Clinton, beaucoup de ses amis ont accepté des baisses d'impôts. Moi, j'ai toujours payé des centaines de milliers de millions de dollars d'impôts. Et dès que l'audit sera terminé, je vous donnerai les chiffres. Alors, à propos des impôts, une question de Spencer Moss. Spencer? Bonsoir. Ma question, quelles dispositions fiscales vous allez changer pour garantir que les Américains les plus riches contribuent La première aux finances chose publiques? que je ferai, c'est de me débarrasser des niches fiscales, ainsi que des reports. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Hillary Clinton aurait pu faire il y a des années, puisqu'elle était sénatrice. Elle dit que moi, je me suis servi du code fiscal. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas changé lorsque vous étiez au Sénat? Eh bien, tout simplement parce que vous avez des amis qui utilisent les règles à leur avantage, comme moi je le fais. Mais vous n'avez pas changé ce code fiscal parce que toutes ces personnes financent les vidéos que vous faites à mon encontre. J'ai entendu Hillary se plaindre de plein de choses ces dernières années, et pourtant ça fait 30 ans qu'elle est sur la scène politique et elle n'a rien changé. Elle ne change pas et elle ne changera rien, jamais. En ce qui concerne les dispositions sur les reports, moi je vais baisser les impôts parce que c'est important pour les entreprises, pour les grandes entreprises et les petites entreprises. Il faut aussi éliminer des réglementations superflues. On va baisser le taux d'imposition pour les entreprises de 35% à 15%. On va baisser aussi les impôts pour les classes moyennes de manière significative. Hillary Clinton, elle, va augmenter vos impôts de manière très significative. Et le résultat, c'est quoi? C'est la catastrophe pour les États-Unis. Elle augmente les impôts, moi je les baisse. Et ça, c'est la grande différence entre nous. Moi, je suis là pour libérer le potentiel de ce pays. Regardez la Chine, par exemple, qui a un taux de croissance du PIB de 7% et il s'alarme. Nous, c'est à peine 1% et on ne s'inquiète pas. Et ça va être de pire en pire. Et c'est notamment parce que les taux d'imposition sont trop élevés aux États-Unis. Et moi, je vais faire en sorte que les taux d'imposition aux États-Unis soient parmi les plus bas au monde. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors que Hillary Clinton fait l'inverse. Secrétaire Clinton, vous avez 2 minutes. Quelles dispositions fiscales spécifiques allez-vous changer pour veiller à ce que les Américains les plus riches tout ce que vous venez d'entendre de la bouche de Donald est erroné. Je suis désolée de devoir le répéter, mais visiblement, il vit dans un autre monde, dans une réalité alternative. Et c'est assez amusant d'entendre que quelqu'un qui n'a pas versé d'impôts fédéraux depuis 20 ans vous dira ce qu'il va faire en matière fiscale. Mais je vais vous dire ce qu'il va faire. Son programme va concéder aux plus riches et aux grandes entreprises les coupes fiscales les plus importantes. Il va multiplier par 2 ce qu'avait fait Bush. Donald, il s'occupe de Donald et des gens comme Donald. Et donc, ce qu'il souhaite faire, c'est un grand cadeau aux plus riches et aux grandes entreprises. La manière de parler des coupes fiscales de la part de Donald, en fait, aura comme conséquence d'augmenter les impôts pour des millions de familles américaines. Moi, j'ai dit que tous ceux qui gagnent moins de 250 000 $ par an, c'est-à-dire la grande majorité des Américains, eh bien, il y aura une augmentation d'impôts. Et nous devons augmenter les impôts des personnes qui ont utilisé toutes les dispositions du Code fiscal. Et c'est vrai que lorsque j'étais sénatrice, j'ai voté afin de combler les lacunes du Code fiscal et notamment des failles comme celles que Donald a utilisées pour éviter de payer des impôts parce qu'il a déclaré des pertes. Moi, je souhaite que les personnes qui gagnent $1 million, on parle de la règle de Buffett, eh bien, j'estime que quelqu'un comme Buffett
fait, ne devrait pas avoir un taux d'imposition inférieur à celui de sa secrétaire. Nous aurons également un surplus pour ceux qui gagnent plus de 5 millions, parce que moi, je souhaite investir en vous, les Américains. Je souhaite investir en faveur des familles qui travaillent dur. Malheureusement, depuis la grande récession, les recettes, elles ont toujours été dirigées vers le haut. Et nous devons renverser la tendance. Nous devons faire en sorte que ceux comme Donald, qui payent zéro d'imposition, zéro pour notre santé, pour l'éducation, pour notre armée, c'est inacceptable. Et donc, nous devons nous assurer que personne, aucune entreprise et aucun individu ne pourra s'en sortir sans payer ce qui est juste en matière fiscale. Je vous donne la possibilité de répondre. Au mois dernier, les impôts, c'était la première problématique sur Facebook. Le New York Times a publié vos feuilles d'imposition. Vous aurez pu éviter de payer des impôts fédéraux pendant des années. Vous avez dit que vous avez payé les impôts fonciers, les impôts dans l'État où vous étiez. Est-ce que vous avez utilisé cette perte de 900 millions pour éviter de payer des impôts fédéraux? Absolument. Et comme tous les donateurs d'ailleurs qui financent Hillary Clinton, ils ont tous profité de ces coupes fiscales. Alors c'est vrai, il s'agissait d'amortissement pour ces pertes, mais c'était autorisé. Et tout ça, c'est autorisé par Hillary Clinton, pour moi et pour tous ses amis. Moi, je comprends les coupes fiscales comme personne d'autre. Hillary Clinton, elle a des amis qui veulent profiter de toutes ces dispositions, notamment sur les reports, qui est très importante pour ses amis sur Wall Street. Et je pense que c'est une disposition qui va rester dans le code fiscal. Alors je vais vous dire, moi je paye énormément d'impôts, comme Warren Buffett, comme George Soros et comme bon nombre d'autres personnes qui financent Hillary Clinton. Je ne vais pas vous donner de noms puisqu'ils sont riches mais pas connus. Est-ce que vous pouvez dire pendant combien de temps vous n'avez pas payé d'impôts fédéraux? Non, absolument pas. Vous savez, moi je paye des impôts fédéraux, mais voilà, grâce à des amortissements, je peux réaliser des déductions fiscale, mais tout ça, c'est grâce à Hillary Clinton. Et si ça lui pose problème, pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien depuis 30 ans? Elle ne parle que d'une chose, c'est d'assurance santé. Et là, elle parle d'impôts. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait depuis 30 ans? Elle n'agit jamais, elle ne fait que parler. Ce ne sont que des paroles qui ne sont jamais suivies d'actes. Et une fois de plus, Bernie Sanders l'a dit à plusieurs reprises, elle n'a pas de discernement pour les impôts, pour la Libye, pour la Syrie, pour l'Irak. Obama et elle, que ça vous plaise ou non, la manière dont ils sont sortis de l'Irak, eh bien c'est ça qui a permis à l'État islamique de grandir. L'État islamique est maintenant dans 32 pays. Donc félicitations Hillary. Secrétaire Clinton, est-ce que vous voulez répondre? Et on recommence. Vous savez, moi, j'ai été en faveur de l'abrogation des reports d'intérêt pendant des années, déjà lorsque j'étais sénatrice à New York, mais c'est pas ça. Alors pourquoi vous n'avez rien fait? Bon, vous savez, on avait un président républicain à l'époque. Vous auriez pu le faire, vous auriez pu aller contre votre camp, mais vous ne l'avez pas fait. Laissez-la répondre, elle ne vous a pas interrompu. Vous savez, conformément à notre Constitution, le président a un truc qui s'appelle le pouvoir de veto. Bon. Donald l'a dit à plusieurs reprises, 30 ans ceci, 30 ans cela. Donc permettez-moi peut-être de parler de mes 30 ans au service du peuple américain. Je le fais avec grand plaisir. 8 millions d'enfants chaque année disposent d'une assurance de santé, car lorsque j'étais première dame, j'ai travaillé avec les républicains et les démocrates pour cela. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants ont la possibilité d'être adoptés parce que j'ai travaillé pour changer notre système d'adoption et de famille d'accueil. Après le 11 septembre, j'ai travaillé avec les maires républicains et les autres, le gouverneur, pour reconstruire New York et pour apporter un service de santé aux premiers qui se sont lancés au sauvetage des personnes atteintes par les terroristes. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes disposent de soins de santé grâce aux travaux que j'ai consentis, et les enfants ont des médicaments plus sûrs car j'ai pu faire adopter une loi qui fait en sorte que le dosage soit beaucoup plus précis et prudent. Lorsque j'étais secrétaire d'État, j'ai voyagé dans le monde entier
Je me suis fait le plaidoyer de notre pays, mais j'ai également défendu les droits des femmes pour m'assurer que les femmes disposent de l'égalité des chances, qu'elles puissent améliorer leur vie. J'ai négocié un traité avec la Russie pour diminuer le nombre d'armes nucléaires sur le monde. Des centaines de législations portent mon nom car j'étais marraine ou sponsor ou co-auteur lorsque j'étais sénatrice. J'ai travaillé très dur. J'ai eu le plaisir d'être réélue à New York avec une marge bien plus importante que lorsque j'ai été élue la première fois. Et en tant que présidente, je prendrai tout ce travail que j'ai accompli de manière bipartisane parce qu'il faut avoir cela pour réussir à Washington. Moi, j'ai prouvé que je sais le faire et pendant 30 ans, j'ai produit des résultats. Madame la secrétaire. Nous avons passé à la Syrie. Vous avez mentionné la Syrie. Beaucoup de choses. Tous les deux. Et je pense que moi, je devrais avoir le droit de répondre. Parce que c'est un désastre. Sa carrière de sénatrice est un désastre. Nous devons avancer. Une vidéo de Amran, un garçon de 5 ans, qui est dans une ambulance après avoir été extrait des ruines à Alep, a choqué le monde avec des millions de vues sur Facebook. Mais il y a des images encore pires qui proviennent d'Aleppo tous les jours. 400 personnes ont été tuées la semaine dernière. Plusieurs centaines sont des enfants. Il y a une enquête pour crimes contre l'humanité, des crimes commis par Bachar el-Assad et ses alliés avec le bombardement d'Alep. C'est une question des médias sociaux à travers Facebook. Diane de Pennsylvanie a demandé, en tant que président, qu'est-ce que vous feriez en tant que président, qu'est-ce que vous feriez par rapport à la Syrie et la catastrophe humanitaire qui se déroule dans ce pays? Est-ce que c'est la même chose qu'avec la Shoah? On a attendu trop tard avant de réagir. Eh bien, la situation en Syrie est catastrophique. Chaque jour qui passe, nous observons le résultat des actions du régime d'Assad en partenariat avec les Iraniens sur le terrain, avec les Russes dans les forces de l'air. Ils pillonnent la ville d'Alep et des centaines de milliers de personnes. Il y a probablement encore 250 000 personnes sur place. Et il y a un effort déterminé de la part des forces de l'air russes afin de détruire la ville d'Alep. L'objectif étant finalement d'éliminer les derniers rebelles syriens qui tiennent encore bon contre les régimes Assad. Vous savez, la Russie n'a absolument pas porté son attention sur la lutte contre l'État islamique. Il souhaite tout simplement laisser Assad au pouvoir, lui permettre de rester au pouvoir. Lorsque j'étais secrétaire d'État, j'ai défendu une zone de non-survol. Nous avons besoin d'un levier avec les Russes, parce que les Russes, ils ne vont pas nous rejoindre à la table des négociations pour négocier d'un point de vue diplomatique, à moins que nous ayons la possibilité d'avoir une marge de manœuvre. Et nous devons également nous travailler de manière plus étroite avec nos partenaires et nos alliés sur le terrain. Mais permettez-moi de souligner une chose. Ce qui est en jeu ici, c'est l'ambition et l'agressivité de la Russie. La Russie a décidé que c'est le tout pour tout en Syrie. Et il souhaite également que le prochain président des États-Unis, ce ne soit pas moi, parce que moi, j'ai fait face à la Russie, j'ai fait face à Vladimir Poutine et je continuerai de le faire en tant que présidente. En effet, je pense que sur certains domaines, nous pouvons négocier avec les Russes et c'est parfaitement acceptable. C'est ainsi que nous avons négocié un traité pour réduire le nombre d'armes nucléaires. C'est ainsi que nous avons négocié également un accord nucléaire sur l'Iran sans avoir dû avoir recours à la violence, mais je pense que nous pouvons négocier avec la Russie, mais je suis également en faveur d'une enquête sur les crimes de guerre qui ont été commis par les Russes et par les Syriens. Ils doivent être responsables. Vous venez d'entendre parler de la secrétaire d'État. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense qu'à un certain moment... Pardon, mais vous saviez très bien ce qui se passait et j'ai bien peur que Obama vous ait écouté à l'époque. Obama, vous savez, c'est lui qui place le curseur et tout le monde lui a ri au nez. Et pourtant, Hillary Clinton dit qu'elle a tenu tête à la Russie. Et pourtant, leur programme nucléaire en Russie est
s'est développé ces dernières années. On ne devrait pas autoriser cela. Notre programme nucléaire est vieux, il est presque obsolète, ce qui n'est pas le cas des Russes. Alors, Hillary Clinton dit qu'elle tient tête à Vladimir Poutine et à Bachar al-Assad. Elle dit qu'elle soutient les rebelles. Elle ne sait même pas qui sont les rebelles. À chaque fois qu'il y a des rebelles, que ce soit en Irak ou ailleurs, on est en train de fournir des armes à ces rebelles. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils finissent par être plus un problème qu'autre chose. Regardez avec ce qui s'est passé en Libye. Et regardez qui est-ce qui maintenant détourne le pétrole et engrange les richesses. Tout ce qui a été fait en matière de politique étrangère sous le règne de Barack Obama et Hillary Clinton est une catastrophe. On a signé un traité de paix avec la Russie et tout le monde était très content et s'en félicitait. Et la Russie s'est alliée avec l'Iran, l'Iran qui est devenu beaucoup plus puissante suite à l'accord complètement stupide que vous avez signé avec une mallette liquide de 1,5 milliard de dollars en liquide. Regardez ce que font l'Iran et la Russie, qui sont retournés contre nous. Alors Hillary veut lutter, veut armer les rebelles, mais vous ne savez même pas qui sont les rebelles. Vous avez épuisé votre temps de parole. Moi, je n'aime pas du tout Bachar al-Assad, mais Bachar al-Assad est en train de tuer l'État islamique. Et l'Iran et la Russie sont en train d'éradiquer l'État islamique. Et ils se sont alliés parce que nous, on est faibles. Je vais répéter la question. Si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez par rapport à la Syrie et la crise humanitaire à Alep? Et je veux rappeler ce que votre colistier a dit. Les provocations de la part des Russes, à ces provocations doit être opposée la force des Américains. Les États-Unis doivent être prêts à utiliser la force pour cibler les installations du régime. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut éradiquer l'État islamique. La Syrie est en train de lutter contre l'État islamique. La Syrie, c'est maintenant la Russie et l'Iran qu'elle a renforcé avec Obama, qu'ils ont transformé en État riche et puissant très rapidement. Moi, je suis de l'avis qu'il faut éradiquer l'État islamique. C'est ça notre préoccupation. Elle a eu l'opportunité d'ailleurs de résoudre le problème syrien. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire si Aleppo tombe? Je pense qu'Alep est une catastrophe humanitaire et je pense que Alep, c'est trop tard. C'est une ville qui s'est écroulée. Moi, mon plus gros problème avec la stupidité de notre politique étrangère, c'est les renseignements. On entend dire qu'il y a beaucoup de terroristes à Mossoul, on entend des annonces qu'on va attaquer Mossoul dans 3-4 semaines et tout de suite, évidemment, les leaders de l'État islamique quittent cette zone-là. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'annoncer les attaques? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas attaquer en silence et ensuite annoncer que l'opération a porté ses fruits et que les leaders de l'État islamique ont été éliminés? Pourquoi est-ce qu'ils disent toujours à l'ennemi ce qu'ils vont faire? Ça, c'est complètement stupide. La guerre psychologique, l'armée moi, je ne trouve aucune raison valable. Moi, j'ai 200 généraux et 200 admiraux qui m'ont apporté leur soutien. 21 personnes qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Pourquoi ils me disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir de manière subreptice? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éliminer les leaders de l'État islamique? Quelle est votre stratégie? Moi, ça fait des semaines et des semaines que j'entends dire que Mossoul, c'est la ville dans laquelle les leaders de l'État islamique sont. Évidemment, dès qu'ils entendent ça, ils s'enfuient. Tout le monde parle de l'Irak, de Mossoul. Moi, avec les admiraux et les généraux qui m'ont soutenu, on n'y croit pas.
général Douglas MacArthur est vraiment alarmé par la stupidité de notre politique étrangère au vers la Moyen-Orient. secrétaire Clinton. Vous étiez en faveur d'armer les rebelles, mais vous dites qu'il est trop tard pour Alep. Vous parlez d'efforts diplomatiques, ils ont échoué, les cessez-le-feu ont échoué. Est-ce que vous introduiriez la menace d'une intervention militaire américaine avec une zone d'exclusion aérienne pour appuyer les efforts diplomatiques? Non, je n'utiliserai pas des forces armées sur le terrain en Syrie. Je pense que nous commettrions là une grande erreur. Je ne pense pas que des troupes américaines doivent être déployées pour finalement conserver un territoire, et c'est ce qu'elles devraient faire en tant que force d'occupation. Je pense que ce n'est pas une stratégie raisonnable. L'utilisation de forces spéciales, comme nous y avons recours aujourd'hui, c'est bien. L'utilisation de facilitateurs, de formateurs en Irak a également eu des effets tout à fait positifs, et cela va dans notre sens. Donc je soutiens ce qui se passe. Qu'est-ce que vous feriez par rapport au président Obama? J'espère que Tout. J'espère que d'ici à ce que je sois présidente, j'espère que nous aurons pu repousser l'État islamique de l'Irak. Je pense que nous avons de bonnes chances de saisir Mossoul. Alors Donald dit qu'il en connaît davantage sur l'État islamique que les généraux. Ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a une planification très importante qui est en cours, et une partie de cela, c'est pour envoyer un message aux sunnites ainsi qu'aux combattants kurdes de dire que nous devons tous travailler ensemble. Et pour ce faire, il faut de la planification, de la préparation. Moi, j'aurais tendance à cibler de manière spécifique les Baghdadis, parce que j'estime que nous avons des opérations hautement classifiées, hautement secrètes, qui ont été menées à bien et qui ont fait une différence. J'envisagerais également d'armer les Kurdes. Les Kurdes ont été nos meilleurs partenaires en Syrie ainsi qu'en Irak. Et je sais que, bien entendu, il y a beaucoup de préoccupations dans certains cercles autour de cela, mais je pense que les Kurdes doivent disposer de l'équipement dont ils ont besoin, car les Kurdes sur le terrain, eh bien, c'est la manière dont nous pourrons ressaisir les cités après avoir poussé l'État islamique d'Irak. Elle a dépassé son temps de parole d'1 minute, vous n'avez rien dit, et moi je dépasse d'1 seconde, et puis vous criez au scandale. De James Carter. Monsieur Carter. Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être un président qui est dévoué à tous les Américains? Absolument. Absolument. Elle dit que mes électeurs sont déplorables, qu'ils sont irrécupérables. Moi, je serai le président de tous les Américains. Et je serai le président qui rétablira la sécurité dans nos villes et qui renforcera l'espoir des gens, qui rapatriera des emplois. Bon nombre disent que NAFTA, signé par le mari de Hillary, est le pire accord qui ait jamais été signé. Nous avons perdu des milliers d'emplois, nous avons perdu beaucoup d'usines, beaucoup d'argent. C'était un désastre. Et maintenant, elle veut signer le TTIP qui va aussi être un désastre. Alors, elle a changé sa position. Elle a dit que c'était l'étalon d'or des accords de libre-échange. Et puis ensuite, elle a retourné sa veste. Elle a menti. Elle ment de toute façon tout le temps. Moi, je serai le président de tous les Américains, des Afro-Américains, des personnes qui habitent dans les quartiers sensibles. Hillary Clinton en a parlé pendant des années et elle n'a rien fait, comme d'habitude. On peut en dire de même pour les hispaniques, pour les latinos, c'est la même chose. Hillary Clinton a beaucoup parlé et n'a rien fait. Lorsque vous allez dans les quartiers sensibles, vous constatez qu'il y a 75% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Le niveau d'éducation est catastrophique. Les emplois n'existent tout simplement pas. Vous savez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises devant 20, 30 000
000 personnes. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ça ne peut pas être pire. Et Hillary, elle parle de ce même problème depuis 25 ans. Rien n'a changé, rien ne changera. Tous ses amis qui bénéficient des coupes fiscales ne l'aident pas. Moi, j'en bénéficie aussi, mais ce n'a pas été fait pour moi à l'origine. Elle ne fait que parler et elle n'agit jamais. Regardez à sa carrière lorsqu'elle était... Vous avez épuisé votre temps de parole. C'est désastreux. Secrétaire Clinton, vous avez 2 minutes. Eh bien, 65% des gens ont voté pour me réélire une deuxième fois à New York et j'en ai été très fière. C'était beaucoup un sentiment d'humilité aussi très important pour moi. Cher monsieur, toute ma vie durant, j'ai fait tout ce que je pouvais afin de soutenir les enfants et les familles. En sortant de l'école de droit, j'ai travaillé pour le Fonds de défense des enfants. Alors Donald Trump, il parle beaucoup de mes 30 ans de carrière publique, mais vous savez, j'en suis très fière. J'ai commencé comme une jeune avocate, je travaillais contre la discrimination des enfants afro-américains dans les systèmes éducatifs, dans le système judiciaire. Je me suis assurée que les enfants atteints d'handicap puissent avoir une éducation publique. C'est quelque chose qui m'est très cher. J'ai travaillé avec les hispaniques. Une de mes premières fonctions politiques, c'était dans le sud du Texas. J'enregistrais les citoyens hispaniques pour qu'ils aient la possibilité de voter. Donc vous savez, j'ai un véritable dévouement pour réutiliser votre terme. Je suis dévouée. Je souhaite m'assurer que chaque Américain doit sentir qu'il ou elle a sa place dans notre pays. Et je pense que lorsque vous lisez les lettres et courriers que je reçois, eh bien, nombre de personnes s'inquiètent de ne pas avoir une place dans l'Amérique de Donald Trump. Des Américains m'écrivent. Une femme m'a écrit, elle m'a écrit qu'elle a adopté son enfant d'Éthiopie. Il a 10 ans aujourd'hui, il n'a jamais connu d'autre pays que les États-Unis. Il écoute Donald à la télévision et un jour, il a dit à sa mère, est-ce que Donald va me renvoyer en Éthiopie si il est élu? Vous savez, les enfants écoutent ce que disent les hommes et les femmes politiques. Et nous en revenons à la première question. Il y a beaucoup de crainte, de l'effroi. Les parents, les enseignants le disent. Le harcèlement à l'école gagne en importance. Nombre d'enfants font part de leurs préoccupations auprès de leurs parents et de leurs enseignants. Et donc moi, j'agirai pour tendre la main à tous, les républicains, les démocrates, les indépendants, tout le monde. Même si vous ne votez pas pour moi, je souhaite être votre présidente, je souhaite être la meilleure présidente pour tous les Américains. Donald Trump a dit le mois dernier, la moitié des partisans de Donald Trump sont racistes, xénophobes, islamophobes. Ils sont absolument lamentables. Comment pouvez-vous unifier un pays si vous excluez des millions d'Américains? Quelques heures après, j'ai dit que je présentais mes excuses par rapport aux propos que j'avais eus. Mon argument, il n'est pas à l'encontre de ses partisans, mais bien à son encontre à lui. C'est une campagne de division. Il incite à la violence. Il a été très brutal dans les commentaires qu'il a faits contre les femmes, mais aussi contre les Américains, contre tous les Américains. Ce qu'il a dit sur les Afro-Américains, sur les Hispaniques, sur les musulmans, sur les LGBT, sur les migrants, sur les personnes atteintes de handicap, il n'a jamais présenté ses excuses. Donc je pense que les choses qu'il a dites sont graves. Vous savez, la campagne que Bernie Sanders et moi-même avons conduite, elle s'est fondée sur les questions, les vraies, les idées. Et Bernie Sanders, il me soutient parce que nous avons évoqué ce que nous souhaitions faire. Peut-être avions-nous nos différences. Il y a eu beaucoup de débats, mais nous étions convaincus que nous pouvions rendre meilleure l'Amérique. Nous sommes face à une nation divisée. Regardez ce qui s'est passé à Baltimore, à Charlotte. Regardez aux violences à Chicago, dans les quartiers défavorisés. Regardez ce qui se passe à Washington. Il y a une augmentation du nombre de meurtres dans nos quartiers sensibles, la plus grande augmentation depuis 45 ans. Notre pays est divisé à cause d'hommes et de femmes politiques comme Hillary Clinton, qui est animée par la haine. Ce qu'elle a dit est honteux. Elle a dit déplorable et elle pesait ses mots. Elle a dit irrécupérable et pareil, elle pesait ses mots. C'est encore pire que déplorable. Sont irrécupérables. Elle a beaucoup de haine en elle. Et nous
Nous ne pouvons pas supporter 4 ans de plus de Barack Obama Monsieur Trump, ou Hillary Clinton. En 2008, vous avez écrit dans l'un de vos livres, un bon leader, la qualité la plus importante d'un bon leader, c'est la discipline. Si un leader ne l'a pas, ne pourra pas durer bien longtemps. Dans une série de tweets avant le premier débat, vous avez dit d'aller regarder une sextape. De regarder cette sextape, mais plutôt de s'intéresser à cette personne qu'elle a décrite comme étant une jeune fille prude. Et puis vous dites 3 heures du matin, regardez plutôt le cas de Benghazi. Elle a dit qui est-ce qui va répondre au téléphone à 3 heures du matin? Elle n'a pas répondu. La question, attendez. est-ce que c'est la discipline dont doit faire preuve un bon leader? Elle a dit qu'elle était réveillée à 3 heures du matin. Elle envoie aussi des tweets à cette même heure. Enfin bon, c'est pas grave. Et elle a dit, on va répondre à 3 heures du matin au téléphone. Et devinez ce qui se passe. L'ambassadeur Stevens a envoyé 600 demandes d'aide. Et la seule personne à qui elle a parlé, c'est Sidney Blumenthal, parce que c'est son ami et c'est pas quelqu'un de très fréquentable ni sympathique. Mais elle ne devrait pas du tout parler de ces sujets-là. Envoyer des tweets, voilà, c'est un réseau social, c'est une manière moderne de s'exprimer. Moi, j'ai 25 millions d'abonnés à mes comptes Facebook et Twitter, donc c'est une manière très efficace de communiquer, peu importe ce que vous en dites. Et moi, j'en suis plutôt fier. Secrétaire Clinton, est-ce que M. Trump a la discipline nécessaire pour être un bon leader? Je suis choqué d'entendre ça. Quelle surprise. Alors, ce n'est pas seulement mon avis. C'est un avis qui est partagé par nombre d'autres. Les experts en sécurité nationale, des républicains, d'anciens membres du Congrès républicain. Mais c'est aussi, et en partie, parce que ceux d'entre nous qui ont eu le grand privilège de se rapprocher de cette position, de savoir combien le poste de président est difficile. Vous savez, Bill Clinton, de 300 milliards de déficit, il en a fait 100 milliards d'excédents et il a créé des emplois pour tous. Les revenus ont augmenté pour tous, 33% pour les Afro-Américains. Et moi-même, j'ai travaillé avec George W. Bush après le 11 septembre. Et j'étais très fière parce que lorsque je lui ai dit « Voilà ce dont la ville a besoin pour qu'elle se reprenne », il me l'a promis et il a tenu ses promesses. Barack Obama a hérité de la pire crise financière et économique depuis la Grande Dépression. Ce fut une période terrible pour notre pays. 9 millions de personnes au chômage, des millions de foyers qui ont été perdus, des richesses de familles qui ont été effacées du jour au lendemain. Nous sommes maintenant à nouveau sur la bonne trajectoire. Lui va nous renvoyer en récession avec ses programmes économiques. Clinton, nous devons répondre à une question du public. Monsieur Trump, nous devons passer à une question du public. Depuis 1929. Monsieur Trump, secrétaire Clinton, nous voulons prendre une question du public. Je vous remercie tous les deux. Une nouvelle question de Beth Miller. Beth Miller a une question pour les deux candidats. Bonsoir. Peut-être qu'un des aspects les plus importants de cette élection, c'est les juges de la Cour suprême. Quel est pour vous l'aspect le plus important dans le recrutement des juges de la Cour suprême? Vous avez 2 minutes. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une des questions les plus importantes qui se posent dans le cadre de cette élection. Vous savez, moi, je souhaite désigner des juges à la Cour suprême qui comprennent le fonctionnement du monde, le vrai monde, qui ont une expérience réelle, qui n'ont pas juste fait partie d'une grande entreprise de juristes, qui ont travaillé pour un juge et c'est tout. Non, des gens qui ont vraiment travaillé, qui comprennent ce à quoi font face les gens. Parce que je pense que la Cour suprême, elle s'est mise sur une mauvaise trajectoire. Donc je souhaite que notre Cour suprême, elle revienne à une unité des citoyens, que nous fassions en sorte que l'argent en politique, qu'il y ait reddition de comptes autour de tout cela. Je souhaite également que la Cour suprême comprenne que le droit de vote est encore un vrai problème dans nombre de régions de notre pays, que nous ne faisons pas assez pour qu'il soit possible que les personnes
noires, les personnes âgées, la possibilité de voter comme de leurs droits. Je souhaite une Cour suprême qui va être derrière Roe v. Wade et derrière le droit des femmes de choisir, de disposer de leur propre corps et également le mariage pour tous. C'est quelque chose qui est important. Vous savez, il y a des choses qui ont été suggérées par Donald Trump. Les candidats qu'il a désignés iraient à l'encontre du mariage pour tous, à l'encontre du droit des femmes de disposer de leur propre corps. Donc je pense que nous ne devons pas avoir une Cour suprême qui est toujours du côté des entreprises. Une Cour suprême doit comprendre que vous êtes riche, vous avez de l'argent, ok, mais ça ne signifie pas que vous avez davantage de droits que quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai une vision très claire de ce que je souhaite afin de rééquilibrer la Cour suprême, de renverser la tendance. Et je regrette que le Sénat n'ait pas accompli son travail, que le Sénat n'ait pas consenti un vote concernant le candidat qui a été présenté par Barack Obama, quelqu'un de très qualifié, et le Sénat ne lui a pas accordé les votes suffisants pour que ce candidat devienne juge à la Cour suprême. Je pense que le Sénat a failli. Alors j'espère que nous pourrons résoudre la situation, mais si je deviens présidente, j'agirai tout de suite pour m'assurer de remplir ce poste le plus rapidement possible au nom de notre peuple. Monsieur Trump. Monsieur Scalia est un très grand juge. Monsieur Scalia est mort récemment et donc il y a un poste à pourvoir à la Cour suprême. Moi, je souhaiterais nommer quelqu'un dans la droite ligne du juge Scalia. J'ai choisi 20 juges, des gens qui sont connus, reconnus, respectés et qui sont reconnus de tous, et des gens qui vont respecter avant tout la Constitution des États-Unis. Et je pense que c'est important. C'est aussi important de respecter le second amendement qui est assiégé par des gens comme Hillary Clinton. Les juges que moi je vais nommer vont le respecter. C'est important pour moi. Hillary a parlé de la contribution. Quelques précisions sur ce sujet. Moi, j'aurai plus de 100 millions de dollars de mon argent que j'investirai. Ce ne seront pas des dollars que j'aurai soutirés à des entreprises comme Hillary Clinton. Donc moi, j'aurai plus de 100 millions d'euros d'investissement qui sortiront de ma poche. Et d'ailleurs, on reçoit beaucoup d'argent des électeurs républicains. Merci beaucoup pour vos dons. Donc moi, j'ai posé la question, comment est-ce que vous avez réussi à gagner 250 millions de dollars pendant que vous étiez au pouvoir? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas 10, 20 ou 25 millions de dollars dans votre propre campagne? Ça fait des économies sur les conseils que vous pouvez recevoir de la part des lobbies. Et je pense que ça serait un message positif à envoyer aux électeurs. Vous avez gagné beaucoup d'argent parce que vous êtes au pouvoir. Vous avez gagné beaucoup d'argent lorsque vous étiez secrétaire d'État, par exemple. Pourquoi est-ce que vous ne financez pas votre propre campagne comme moi? Merci beaucoup. Oui, mais attendez, il y avait une question qui portait sur la Cour suprême, donc brièvement. Moi, je respecte le deuxième amendement de la Constitution américaine, mais je pense qu'il doit y avoir des vérifications complètes. Nous devons combler toutes les lacunes, combler les failles dans le système le plus possible pour éviter les abus. Sur la politique énergétique. Quelles mesures allez-vous prendre en matière de politique énergétique tout en restant pour remplir nos besoins, tout en respectant l'environnement? Quelles vont être les conséquences pour ceux qui travaillent dans les énergies fossiles? L'énergie est assiégée par l'administration Obama, assiégée, étouffée. L'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis est en train d'étouffer ces entreprises qui travaillent dans le secteur de la protection de l'environnement. Nos usines sont en train d'être rachetées par des grandes puissances étrangères. Nous sommes en train de tuer le secteur de l'énergie aux États-Unis. Moi, je suis d'accord pour utiliser l'énergie solaire, des éoliennes, mais il faut faire encore plus. Regardez ce que Hillary Clinton veut faire. Elle veut investir au niveau des entreprises. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le charbon propre.
Le charbon a fourni l'énergie des États-Unis pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, nous avons, au cours des 7 dernières années, découvert qu'il y avait du pétrole sous le territoire américain. Et vous savez, nous avons une dette de 3 000 milliards de dollars. Moi, je veux laisser les entreprises américaines grandir, rembourser notre déficit et je vais faire en sorte que les entreprises du secteur de la protection de l'environnement puissent croître. Regardez ce qui s'est passé pour l'acier, par exemple, le prix de l'acier et la concurrence déloyale que nous fait la Chine, ce qui est en train d'étouffer notre secteur. Nous devons protéger nos entreprises environnementales. L'EPA est tellement stricte qu'elle est en train d'étouffer nos entreprises. Il suffit d'aller en Virginie de l'Est ou en Ohio ou encore la Pennsylvanie et vous constaterez ce qui se passe sur le terrain, la vie des mineurs et des gens qui travaillent dans le secteur. C'est un désastre, c'est honteux. Vous avez 2 minutes. Alors, c'était très intéressant. Tout d'abord, la Chine fait du dumping social avec l'acier aux États-Unis et Donald Trump en achète pour ses propres constructions. Et donc, ce sont les ouvriers de l'acier aux États-Unis qui perdent leur emploi à cause de Donald Trump. Moi, j'ai lutté contre en tant que sénatrice et j'engagerai des poursuites pour m'assurer que la Chine ne profite pas de nous sur l'acier ou sur quoi que ce soit d'autre. Vous le savez, votre fils est actif dans cette branche et donc vous en savez beaucoup. Et vous savez peut-être que pour la première fois, nous sommes indépendants d'un point de vue énergétique. Nous ne sommes plus dépendants du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient contrôle le prix du pétrole. Et le prix du pétrole a chuté. Et cela a eu un effet néfaste sur nombre de nos entreprises pétrolières. Nous produisons également du gaz naturel qui nous sert de passerelle vers des carburants plus renouvelables. Et je pense que c'est une transition très importante. Nous devons demeurer indépendants d'un point de vue énergétique. Cela nous confère davantage de pouvoir et de liberté. Nous ne devons plus nous inquiéter de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a assez de préoccupations au Moyen-Orient. On n'a pas besoin du prix du pétrole en plus. Donc nous avons une politique énergétique complète, mais qui inclut également la lutte contre les changements climatiques. C'est un problème sérieux, grave. Et moi, je suis en faveur d'une transition vers des énergies plus propres, plus renouvelables, le plus rapidement possible, car je pense qu'au XXIe siècle, nous pouvons être une superpuissance des énergies propres en créant nombre d'emplois, de nouvelles entreprises, mais nous ne devons laisser personne derrière nous. C'est pourquoi je suis la seule candidate depuis le début de cette campagne qui a un programme visant à revitaliser les régions minières. Parce que, vous savez, il y a des ouvriers qui ont creusé pour produire du charbon. Certains ont sacrifié leur vie et moi, je ne souhaite pas les abandonner. Donc, nous devons agir aussi pour eux. Mais le prix du charbon, il diminue partout dans le monde. Donc nous devons adopter une approche générale. C'est exactement ce que j'ai proposé et j'espère que vous rendrez sur mon site internet hillaryclinton.com où vous avez toute ma politique. Une question de plus de Carol Baker. Bonsoir. Ma question à vous deux, indépendamment de la rhétorique actuelle, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nommer une chose positive que vous respectez dans votre adversaire? Mr. Trump, would you like to go first? Well, I certainly will. Oui, bien sûr. Je pense qu'il s'agit d'une question tout à fait équitable, une question importante. Je respecte ces enfants. Ces enfants sont tout à fait capables, dévoués, et je pense que cela dit beaucoup de choses sur Donald Trump. Alors moi, je ne suis d'accord avec pratiquement rien d'autre de ce qu'il dit ou fait, mais je respecte ses enfants. Et je pense qu'en tant que mère, en tant que grand-mère, c'est très important à mes yeux. Je suis intimement convaincue que cette élection, elle s'est envenimée autant, elle est devenue aussi intense
Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Vous savez, nous ne sommes pas dans une période ordinaire et ce n'est pas une élection ordinaire. Nous allons choisir un président ou une présidente qui va fixer des politiques pour les 4 ou 8 années à venir, mais il y a des décisions très importantes qui doivent être prises ici, dans le monde, la Cour suprême, la politique énergétique et nombre d'autres politiques. Donc il y a beaucoup de choses en jeu et cette élection aura des conséquences à très long terme, des conséquences historiques. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté en amont ma politique, mon programme, ce que je souhaite faire en tant que présidente. Et donc je formule le vœu que tout un chacun lira mon programme pour constater que oui, j'ai passé 30 ans, peut-être même un petit peu plus, à travailler afin d'aider les enfants, les familles, et je souhaite récolter toute cette expérience et l'exploiter au jour le jour à la Maison-Blanche. Eh bien, moi, je considère que ces propos, ces compliments sur mes enfants sont vraiment très gentils. Je ne sais pas si c'était censé être un compliment, mais moi, je suis en effet très fier de mes enfants. Ce sont des gens qui sont vraiment formidables et je suis vraiment un père très fier. Donc, c'est un compliment que je reçois avec joie. Hillary, c'est une femme qui n'abandonne jamais et c'est quelqu'un qui lutte toujours. Je suis en désaccord avec presque tout de ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord avec son discernement, mais elle se bat et elle n'abandonne pas. Et moi, je trouve que ça, c'est un très bon trait de caractère. Merci à tous les deux. Je voulais remercier l'université, je voulais remercier les candidats, la commission et tous les téléspectateurs. Le 19 octobre, il y aura le dernier débat présidentiel. Il aura lieu à l'université du Nevada à Las Vegas. Nous vous souhaitons une bonne soirée.